En cette fin de mois de mars, un train quitte Zurich et emporte un homme vers son destin. À son bord, Lénine. Un opposant résolu à la guerre, cette guerre impérialiste qui décime sous la mitraille le prolétariat du monde entier. Son exil forcé a nourri sa doctrine, forgé sa patience, trempé sa détermination. L'heure est enfin venue pour lui de rentrer dans l'arène. Le fameux Lénine est arrivé hier soir à Petrograd. C'est le plus rouge des rouges. L'Allemagne, en organisant son voyage, sait la cause qu'il servira ici. Elle n'aura pas de meilleur allié que lui. Ce Lénine veut la paix, sans retard, et quelle qu'elle soit. Voilà la thèse qu'il vient défendre en Russie. Dès le lendemain, Lénine présente son programme devant le Soviet. Si son prestige est grand, son parti, le parti bolchevique, est très minoritaire. À peine 5000 militants dans Petrograd, pour 2 millions d'habitants. Face à l'Assemblée, ces mots d'ordre claquent. À bas la guerre, parce que c'est une guerre capitaliste. À bas le gouvernement provisoire, qui est un gouvernement bourgeois. Tout le pouvoir aux soviets, donc au peuple. L'assistance est sidérée, y compris dans son propre camp. J'ai peur qu'Ilitch ne donne l'impression d'être devenu fou, confie un délégué bolchevique. Un autre déclare « Ces idées nous parurent à tous parfaitement irréalistes. » Lénine est seul, et pour cause. Son programme, trop radical, est frais. Pour les hommes du Soviet, il faut d'abord mener jusqu'à son terme le projet démocratique engagé aux côtés des libéraux. Et bien sûr, il faut poursuivre la guerre. Que deviendrait la nouvelle Russie si l'on baissait les armes face à l'Empire allemand ? Faire la guerre, oui, mais pas à n'importe quelle condition. En ce mois d'avril, le Soviet, sûr de sa puissance, mobilise la rue. Il veut forcer le gouvernement à renégocier les traités conclus entre le tsar et les alliés. Pour qu'il respecte le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Une folle utopie que rejettent les ministres. La crise est si violente qu'elle provoque la création d'un nouveau gouvernement. Cette fois, des membres du Soviet vont y participer. Désormais, ils vont se frotter aux dures réalités du pouvoir. Une cohabitation inédite entre socialistes et libéraux s'installe à la tête de la Russie. Nommé ministre de la guerre, l'ambitieux Alexandre Kerensky poursuit son ascension. Et pour rassurer les Alliés, il lance un pari risqué. Face à un état-major réticent, il décide de déclencher une grande offensive contre les Allemands. Et pour convaincre les soldats que la patrie et la révolution sont assez belles pour que l'on meure pour elles, Kerensky s'engage dans une tournée de discours exaltés. Le journaliste du Petit Parisien accompagne celui que l'on surnomme déjà le Bonaparte de la Révolution russe. Kerensky sait parler à des hommes assemblés, se faire écouter d'eux, les enflammer de sa propre passion et leur faire adopter ses idées. Il a, pour lui, une popularité immense. Il est l'idole vers qui vont les regards et les espérances.
Ce peuple jeune a besoin d'aimer. Le 18 juin, l'armée russe passe à l'attaque. En peu de temps, elle enfonce avec succès les lignes ennemies. La presse alliée commente avec ferveur cette réussite inespérée. Mais l'enthousiasme est de courte durée. La contre-offensive allemande fait refluer en désordre les troupes russes. En 2 semaines, 400 000 hommes sont tués, blessés ou faits prisonniers. L'armée russe est humiliée. L'échec de Kerensky frappe le gouvernement de paralysie. Tétanisés, les ministres n'engagent aucune réforme, partent au plus pressé et peinent à rétablir l'approvisionnement. Pour la population impatiente, cette révolution tant souhaitée tarde à tenir ses promesses. Dans Petrograd, la révolte gronde. Les convictions les plus diverses s'expriment d'un quartier à l'autre. Débordé par la base, le soviet perd le monopole de la rue. Sur Nevsky, des anarchistes appellent au pillage des banques. Plus loin, des nationalistes ukrainiens exigent l'indépendance. À Vyborg, berceau de la révolution de février, les travailleurs qui ont imposé la journée de 8 heures veulent maintenant contrôler l'embauche et les licenciements. Tandis qu'au quartier général des bolcheviks, transformé en forteresse, Lénine, sans relâche, harangue la foule. On le croyait fini, mais c'est un homme de combat. La révolution bourgeoise est dans l'impasse. En ces jours troublés, il avance ses pions. La pensée et la volonté de Lénine étaient à la mesure des grandioses possibilités révolutionnaires du pays et de l'époque. Aux autres, il manquait quelques centimètres, ou le double, et souvent davantage, écrit Léon Trotsky. Après de nombreuses péripéties, il a réussi à échapper aux Alliés, qui redoutaient de voir ce pacifiste notoire débarquer en Russie. À peine arrivé, Trotsky choisit de rejoindre la radicalité bolchevique. Lui qui aurait pu être un redoutable concurrent pour Lénine, devient son brillant second, l'indispensable allié. Jour après jour, les thèses de ce petit parti gagnent du terrain, martelées par son journal, la Pravda. Un certain Joseph Dougashvili, dit Staline, en est le secrétaire de rédaction. Sur le front, les consignes bolcheviques trouvent un écho. La Pravda a trouvé un moyen nouveau d'arriver à la paix tant désirée. Ce moyen est la fraternisation des soldats russes avec les soldats allemands. Quitter ses tranchées, se rendre aux tranchées ennemies. Pourquoi continuer à se battre? La guerre n'a-t-elle pas assez duré? Embrassons-nous, nous sommes des frères. Boire avec eux de l'eau de vie et parler de la paix. Voilà le touchant et honteux spectacle auquel les bolcheviks nous convient.
enrayer ce mouvement subversif, le gouvernement se décide à agir. Mais il va commettre une erreur de taille. Début juillet, les mitrailleurs de Petrograd, acquis aux idées bolcheviques, sont sommés de rejoindre le front. Héros de février, ils avaient pourtant reçu l'assurance de ne pas repartir au combat. Camarades, notre patience est à bout. Allons-nous nous laisser faire par ces ministres incapables ? S'écrie l'un d'eux. Révolté, le régiment refuse d'obéir et menace de renverser le gouvernement. Les marins de la base navale de Kronstadt, depuis longtemps partisans de Lénine, les rejoignent, au son de l'Internationale. En plein été, Petrograd renoue avec les fièvres de février. Des milliers d'hommes en armes, rejoints par des comités d'ouvriers, traversent la ville, prêts à en découdre. Après des mois de frustration, il est temps que cette révolution passe aux actes. Devant le palais de Tauride, un membre du soviet est pris à partie. On lui crie « Prends le pouvoir, fils de pute, puisque le peuple te le donne !» Des députés socialistes parviennent non sans mal à calmer le jeu. La foule se rend alors au QG des bolcheviks. Un seul mot de Lénine et le gouvernement tombe. Mais la déconvenue va être totale. Contre toute attente, Lénine appelle à la modération. En privé, il déclare « Si nous étions maintenant capables de prendre le pouvoir, il est naïf de croire que nous serions à même de le conserver. Il ne faut pas précipiter les événements. Le temps est de notre côté. » Désemparés, les manifestants se répandent en désordre dans le centre-ville. Sur Nevski, quelques rafales tirées depuis les toits par des troupes loyales au pouvoir sèment la panique. Le gouvernement se ressaisit. Il proclame l'état d'urgence et se lance à la chasse aux fauteurs de troubles. Des centaines de militants bolcheviks sont arrêtés. Le parti est décapité. Trotsky est emprisonné dans la forteresse Pierre et Paul. Accusé de haute trahison, recherché, Lénine se déguise et parvient à s'enfuir en Finlande. 3 mois après son retour en Russie, l'exil redevient son lot. Les désordres propulsent Kerensky à la tête d'un nouveau gouvernement, le 3e depuis février. L'homme bénéficie toujours d'une forte popularité. Même le tsar l'apprécie. Depuis sa résidence surveillée, il note dans son journal « Kerensky est vraiment à sa place à l'heure actuelle. Plus il aura de pouvoir, mieux cela vaudra. » Mais le socialiste Kerensky doit désormais composer avec les exigences des libéraux. L'ordre doit être rétabli, à tout prix. Pour les satisfaire, il multiplie les mesures autoritaires. Restauration de la peine de mort pour les déserteurs. Limitation des droits des comités de soldats. Et pour stimuler l'héroïsme dans l'armée, le pouvoir glorifie de nouvelles unités de volontaires. Les bataillons de la mort.
On voit passer dans les rues de Petrograd de grands adolescents imberbes et roses qui font sonner le talon de leurs petites bottes sur les trottoirs de Nevski. Ce sont des femmes qui s'entraînent avec ardeur et défilent, pas tout à fait aussi bien que les soldats de l'Ancien Régime, mais beaucoup mieux que ceux de la Révolution. Le gouvernement va-t-il se servir d'elles comme d'une arme psychologique pour faire marcher les soldats ? Envoyées au combat, la plupart d'entre elles connaîtront un destin tragique. Sur le front, les mesures de Kerensky restent lettre morte. Le gouvernement est incapable de les faire appliquer. Entre juillet et octobre, plus de 2 millions de soldats, affamés et usés par les combats, désertent. Les hommes voulaient la paix, la terre et la liberté. C'était un miracle qu'il reste encore plusieurs millions de soldats sous les drapeaux. Confie un officier. Mais si les combattants russes quittent massivement le front, c'est aussi qu'une rumeur insistante se propage. Le partage des terres va commencer. Issus des 4 coins de l'Empire, ces paysans enrôlés dans l'armée ne veulent pas arriver trop tard au village pour recevoir leur lot. Pourtant, la réforme agraire tant promise ne vient toujours pas. Les villageois décident alors de l'appliquer, à leur manière. Ici, ils réquisitionnent le bétail. Là, ils refusent de céder la récolte. Quand vous rencontrez un paysan, il ne s'incline plus jusqu'à terre, comme naguère. Il dit « Passez à notre réunion ce soir. Nous y partagerons la terre que vous possédez. J'ai mis un propriétaire. » Les pillages des domaines seigneuriaux se multiplient. Dans les villes aussi. Le climat se durcit. La révolution se pare des couleurs de l'anarchie. Loin de Petrograd, la réaction s'organise à Moscou. Les milieux d'affaires, les industriels, les grands propriétaires, l'union des officiers, tous considèrent que la révolution est allée trop loin. Il est temps d'y mettre un terme. Mais il n'est pas question d'un retour à l'Ancien Régime. Exilé dans la lointaine Sibérie, Nicolas II et la famille impériale ne comptent plus pour personne. En cette fin août, c'est une figure militaire qui s'impose. Un général de fer, Lavre Kornilov. Un homme à poigne qui tient ses troupes. Il a fait fusiller les déserteurs, interdit les comités de soldats. Lui aussi souhaite que l'ordre revienne, pour, dit-il, sauver la Russie. Le spectre d'une dictature militaire se profile. Mesurant le danger, Kerensky démet le général de ses fonctions. Dénoncé comme traître, Kornilov réplique aussitôt. Il lance ses Cosaques à l'assaut de la capitale. La contre-révolution n'est plus un fantôme. Elle est devenue réalité, écrit Maxime Gorky. Kerensky mobilise alors tous les partisans de la révolution, y compris ses anciens adversaires, les bolcheviks. Libérés de prison, ils activent leur réseau clandestin.
Les cheminots détournent les trains militaires, déboulonnent les rails. Les standardistes bloquent les communications. Les régiments de Pétrograd prennent position pour défendre la ville. Mais l'affrontement n'aura pas lieu. Les troupes de Kornilov refusent de combattre leurs frères et finissent par rendre les armes. En quelques jours, le mouvement est réduit à néant. Kornilov est arrêté. La contre-révolution a vécu. En cette fin d'été 1917, la Russie sombre peu à peu. Le découragement est partout. Plus grands avaient été les espoirs fondés sur la liberté gagnée, plus profonde est la déception à voir que le pays est, pour l'instant, incapable de se diriger lui-même. 8 mois de révolution laissent la Russie accablée. Désormais, que reste-t-il des espoirs de février? L'économie est quasiment à l'arrêt. Maxime Gorky écrit « Il n'y a plus de capitale. C'est un cloaque. Personne ne travaille. Les rues sont sales. Les détritus s'entassent et empestent les cours. Ça me fait mal de dire à quel point les choses ont pris un sale tour. » Parmi la population, le désespoir a atteint son comble. Et une autre révolution se prépare.